Au commencement étaient les LGBT, puis on a rajouté un Q pour queer, et un I pour intersexe, et un plus pour tous les autres. LGBTQI+. Désormais, on reconnaît des sexualités et surtout des genres, bien loin de la binarité classique, homme-femme. Certaines personnes s'identifient à l'autre sexe, d'autres ne se reconnaissent ni tout à fait homme, ni tout à fait femme. Toutes vivent un décalage entre leur sexe de naissance et leur ressenti que l'on appelle dysphorie. Ces personnes forment la communauté trans, une communauté plutôt très jeune qui ébranle notre société. Le phénomène ne concerne qu'entre 1 et 3% des adolescents, mais les consultations de jeunes en questionnement de genre ont littéralement explosé. Je suis un mec trans et aujourd'hui je vais répondre aux questions. Les trans ont leur site, leurs influenceurs, leurs modes et leurs accessoires, comme ici présenté par Transmissy, magasin en ligne très connu des 14-17 ans. La communauté trans se bat pour obtenir une reconnaissance indispensable et elle a obtenu des droits. Aujourd'hui en Suisse comme ailleurs, un mineur en souffrance peut entamer une transition de genre, qu'elle soit sociale et même médicale. Mais les transitions de genre sont parfois des voyages amers. De plus en plus de jeunes, mais aussi de parents et de scientifiques, dénoncent l'usage précipité de traitements médicaux sur des corps inaboutis et des esprits en construction. Notre fille dit « Je suis à 65% garçon ». Ça ressemble quand même au résultat d'un quiz. Elle a 15 ans. Je suis passée d'une fille à vraiment un garçon. Je voulais qu'on m'appelle Louis. Il a fallu que je passe par une tentative de suicide pour me libérer de ce truc-là. Chloé aime se promener à La Rochelle, ville moyenne de l'ouest de la France. À 22 ans, elle y habite avec sa famille, elle y étudie le droit, elle y est bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dès petite, j'étais très garçon manqué. J'aimais pas les jupes, je trouvais ça pas pratique, je trouvais ça complètement débile. J'aimais pas les robes, j'aimais pas le maquillage, j'aimais pas avoir des tresses et tout. Je voulais une queue de cheval et puis c'est terminé. Le reste, ça me saoulait. J'avais vraiment un caractère qui n'était pas féminin, qui n'était pas le caractère de la petite fille toute gentille, tout ça. C'était tu m'énervais, tu dégageais en fait. J'ai toujours été seule. Seule et victime de harcèlement. Au collège, j'ai jamais eu réellement de cercle d'amis. J'étais très renfermée, je passais mes journées dans ma chambre et je passais vraiment ma vie sur mon ordinateur. Mais la rencontre avec une bande d'ados va l'éloigner de son écran. Et je me disais, mais enfin j'ai trouvé un groupe. C'est pas trop tôt. Un groupe comme moi, qui mettait pas forcément de maquillage, qui s'habillait avec des pantalons et pas forcément des jupes ou des robes. J'apprends qu'elles sont un peu... Il y en a certaines qui se disent non-binaires, il y en a qui se disent hommes au lieu de femmes, il y en a j'oublie les mots, mais qui sont vraiment... qui refusent de s'identifier en tant que femme ou en tant qu'hétérosexuel. Et vraiment, je commençais à faire comme ce groupe. Elle respirait, elle mangeait, elle vivait transactivisme, LGBT, tout ce milieu-là, wokiste. C'est vraiment, je commençais à être pareil. Avec une vieille écharpe que j'avais, je faisais le tour pour cacher un maximum ma poitrine, pour vraiment être acceptée dans le groupe. Et j'étais persuadée que c'était elle les gentils et le reste du monde était l'ennemi. J'avais l'impression, pour moi, hein, clairement, qu'elle était rentrée dans quelque chose qui était de l'ordre du sectaire. Moi, j'avais vraiment le sentiment qu'en fait, elle me ressortait des discours qu'elle entendait, mais que c'était pas sa propre réflexion, et je me disais, et que c'était pas elle, en fait. Vraiment, au fond de moi, je savais, j'avais le sentiment que c'était pas elle. Oui, j'avais cette culpabilité de me dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon éducation que je lui ai donnée pour qu'elle ne soit pas capable de se rendre compte qu'elle est sous emprise.
Chloé est particulièrement attirée par une de ses nouvelles amies. À 16 ans, elle en déduit qu'elle est homosexuelle. C'est là où vraiment je refusais. J'avais fermé toutes les portes à ma famille. Je n'avais dans ma vie plus que ce groupe et cette fille avec qui j'étais en couple. Pour moi, c'était l'amour de ma vie. Je voulais vivre toute ma vie avec elle. Et cette fille a commencé à s'affirmer en tant que trans. Elle m'a dit qu'elle allait faire la transition pour devenir un homme. Elle allait prendre des hormones, elle allait faire une mammectomie, elle a changé son prénom. Et pour moi, c'était génial. Je me disais, mais la personne que j'aime va enfin s'affirmer et devenir la personne qu'elle est et qu'elle a toujours été. Et là, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que je voyais bien le truc se faire. C'est la copine dit, je suis lesbienne. Du coup, une semaine après, Chloé dit, je suis lesbienne. La copine a un habillement. Quelques semaines après, Chloé adopte cet habillement. Je me suis dit, là, la copine vient de lui dire, je suis un garçon, je veux transitionner, je vais prendre des hormones, etc. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, Chloé est là-dedans et ça commence là-dedans. Et puis la vie de Chloé va s'effondrer. Du jour au lendemain, son amie la quitte sans explication. La violence de la rupture bouscule toute sa vie. Il a fallu cet élément déclencheur pour que je me rende compte de toute la manipulation dont j'avais été victime, de l'influence que ce groupe avait eue. Le fait qu'on bombarde sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les cercles sociaux, partout en fait, à l'école, ça commence, qu'on bombarde de cette idéologie transactiviste et wokiste très, de non-binarité, on veut pas de genre. Non, enfin, pour moi, c'est très mauvais parce que pour des personnes qui sont en train de se découvrir, qui n'ont pas réellement les cartes, qui n'ont pas la connaissance, quand on a 13 ans, 14 ans, je suis désolée, mais c'est impossible de savoir réellement. On connaît à peine la sexualité, on la connaît, mais de loin. Comment on peut savoir et affirmer ? Après 2 ans dans la peau d'un garçon, Chloé se dit réconciliée avec elle-même et les autres. Et l'amour, c'est désormais aux côtés de Sylvain qu'elle le vit. Mais regarde pas comme ça. Si, je te regarde comme je veux. J'ai recommencé à me laisser pousser les cheveux, je les ai teints, je les ai reteints à ma couleur naturelle. J'ai recommencé à avoir un style qui me plaisait à moi. J'ai recommencé à m'affirmer en tant que femme et à porter du maquillage parce que j'en avais envie. Pas parce que je m'en sentais obligée, mais parce que j'avais envie d'essayer. Chloé est revenue à son sexe biologique. En interrompant sa transition de genre, elle devient une désisteuse ou une détransitionneuse. Nous avions connaissance d'expériences de détransition en Suisse également, mais nous nous sommes heurtés à une crainte impressionnante de parler. Et puis Jess s'est manifestée. Elle est à peine majeure, elle vit en Suisse romande. Comme Chloé, elle a fait une transition sociale, mais elle se sentait prête à aller plus loin. Je commence à me dire, peut-être qu'en fait, j'ai pas vraiment envie de prendre des hormones. Mais je garde quand même ce rapport à mon corps qui est compliqué. Donc je me dis que j'aimerais quand même me faire opérer de la poitrine. Mes parents me demandent de prendre le temps d'avoir une discussion pour faire le point sur la situation. Ils me disent, voilà, on t'a accompagné dans toutes les démarches qui sont quelque part réversibles, mais maintenant tu vas t'entamer dans quelque chose qui sera que partiellement réversible ou irréversible, et là il faut que tu attendes. Là, on n'en peut plus. Quand j'avais, je pense, 13 ans, je savais déjà que j'étais attirée par les filles et puis en parallèle à ça, j'étais pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à me familiariser un petit peu avec la communauté LGBT et puis c'est par là que j'ai pris connaissance de l'existence de la transidentité. Et à partir de là, j'ai lu beaucoup de témoignages. Puis au bout d'un moment, c'était pas tout de suite un questionnement sur mon genre, mais il y a eu un inconfort qui est arrivé par rapport à ma féminité. Je me souviens en tout cas d'un jour où j'étais en robe et en talons, et tout d'un coup, il y a eu un espèce de blocage. Et je me suis dit, c'est beaucoup trop, je suis beaucoup trop féminine là, maintenant, et ça va pas du tout. C'est pas moi, ça me correspond pas.
Parfois, je lisais des témoignages et je commençais à ressentir de la dysphorie par rapport à des choses dont je n'avais même pas conscience avant. Et tout à coup, je me disais « Ah, mais ça, c'est vrai !» Et puis, je commençais à me sentir encore plus mal. Alors, voilà. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais contente quand les gens dans la rue me prenaient pour un garçon parce que j'avais les cheveux courts. Et donc dans ma tête, assez simplement, c'est faite la déduction que s'il n'y a aucun truc de fille, entre guillemets, qui m'intéresse, c'est que je dois pas en être une. Alors Jess s'installe dans sa nouvelle identité, même si parfois un doute la titille. Elle vit en garçon et porte un binder, sorte de bande qui comprime ses seins. Pour les copains, il n'y a pas de problème, pour l'école non plus. Seuls ses parents s'opposent à ce qu'ils considèrent une fuite en avant, motivée pour d'autres raisons qu'une transidentité. Elle est suivie par une association d'aide aux jeunes trans et un psychiatre spécialisé. La jeune fille affirme qu'après une poignée de consultations en tête-à-tête, il lui délivre le certificat donnant accès à des hormones sexuelles masculines. L'adolescente est satisfaite, ses parents désespérés. Et puis quelques mois avant sa majorité, Jess n'est plus sûre de rien. Je commence à me rendre compte que mois après mois, alors je ne porte plus mon binder. Petit à petit, je me sens de moins en moins confortable avec le fait d'être vue comme un garçon. Et ça me fait déjà beaucoup de bien, car je me dis que quelque part, j'ai l'impression de ne plus devoir prouver que je suis un garçon, de plus devoir performer, on va dire, dans ce genre-là. Et je me dis, ben voilà, je ne suis pas un garçon. Je ne me sens pas fille non plus, mais je ne suis pas un garçon. Les semaines passent, son ambiguïté identitaire s'estompe et Jess se redécouvre fille. Et je fais un mail commun à tous mes profs et j'envoie un message à tous mes amis et puis je leur dis, ben voilà, je ne suis pas un garçon en fait. Et je ne supporte plus qu'on utilise « il ». Et donc, je leur demande de recommencer à me genrer au féminin et à utiliser mon ancien prénom. Qui serait Jess aujourd'hui? Comment se sentirait-elle si elle avait procédé à l'ablation de ses seins? Le chemin vers la transition de genre peut s'effectuer en 3 étapes. Tout parcours de jeune trans débute par un coming out, l'aveu public de sa transidentité. L'ado peut alors s'orienter vers une transition sociale, c'est-à-dire un changement de nom et d'apparence. Pas de limite d'âge pour cela. C'est l'expérience vécue par Chloé et Jess qui se sont arrêtés à ce stade. Un tiers des jeunes seulement ira plus loin. Plus loin, c'est une transition médicale qui peut démarrer vers 12 ans, avec des bloqueurs de puberté. Ils empêchent l'apparition des caractères sexuels secondaires et permettent à l'ado, encadré par un endocrinologue et un psychothérapeute, un temps de réflexion. Vers 14-15 ans, un traitement hormonal peut être proposé. Il induira les changements physiques dans le genre désiré. Toujours avant la majorité et avec l'accord des parents, l'ablation des seins est possible. Toutes les autres chirurgies, ablation du système ovarien et de l'utérus, transformation des organes génitaux, ne sont possibles qu'à partir de 18 ans et sont rares. À noter que tous les choix corporels sont envisageables. On peut par exemple vouloir enlever ses seins et garder un sexe féminin. En Suisse comme ailleurs, la prise en charge des jeunes trans suit les directives de l'Association mondiale des professionnels de la santé des personnes transgenres. Son approche est dite transaffirmative. Cette approche s'affranchit du concept homme-femme pour considérer la diversité des genres. Et surtout, elle s'appuie sur le ressenti de l'enfant, sur son droit à l'autodétermination. Il y a peu de temps encore, c'est le médecin psychiatre qui décrétait que le jeune était ou n'était pas trans. C'est aussi sur cette base que depuis 1 année en Suisse, le jeune dès 16 ans peut changer de sexe et de nom à l'état civil sans l'accord des parents et sans avoir à justifier d'un suivi psychothérapeutique. Mais si l'enfant se trompait sur ce qu'il ressent? La sacro-sainte parole de l'enfant interroge Samuel Vessière. Installé à Montréal, au Canada, cet anthropologue étudie le phénomène trans depuis de nombreuses années.
on saurait que nous sommes une personne de l'autre sexe enfermée dans le mauvais corps. Et là, si vous voulez, il y a quand même quelque chose sur le plan ontologique qui est très très flou, qui est très très bizarre. L'identité n'est pas une entité qui est objectivement diagnosticable, comme une tumeur, par exemple. L'identité est effectivement un phénomène qui est partiellement socialement construit, qui est partiellement métaphysique, qui est instable, qui est sujet à des influences sociales en tout genre qui changent. Simplement, on nous dirait maintenant qu'il existe une identité véritable, immuable, à l'intérieur des corps, qui serait diagnosticable par le biais d'une révélation personnelle qui pourrait survenir à n'importe quel âge. Et une fois que cette révélation survient, eh bien, la société nous doit toutes les accommodations. De plus en plus de voix s'élèvent dans la communauté scientifique pour dénoncer des prises en charge hâtives pouvant conduire à des situations quasi tragiques. Est-ce une tragédie que nous allons découvrir en Valais? Niki a une petite trentaine d'années. Sa quête d'identité se manifeste dans la petite enfance et se poursuit pendant toute l'adolescence. Dépression, euphorie, consultation chez des psys, fréquentation d'associations, Niki, il ou elle. J'ai plus de seins, plus d'utérus, plus d'ovaires. Mon traitement hormonal a modifié mon corps. Donc on peut dire que je suis d'apparence masculine. Enfin, malgré que je n'ai rien du tout d'une femme. Je sais que c'est ce que je suis. Parce que je le suis malgré moi. C'est pas un ressenti, c'est une biologie. Des chromosomes, et puis une caractéristique hormonale. Sa transition médicale, Niki l'a entamée à l'âge adulte. Je peux plus revenir en arrière. Je peux que subir les conséquences jusqu'à la fin de ma vie. Par contre, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que j'ai aussi des frères, des sœurs, des nièces. J'ai des amis qui ont des enfants. Donc je pense qu'un enfant, pour lui, c'est très difficile de savoir ce qu'il veut. Un ressenti ne doit pas être traduit dans la réalité, parce que c'est trop dangereux. Des erreurs d'aiguillage aussi dramatiques sont rares, mais elles existent et se manifestent. Et l'inquiétude grandit. En mars 2021, la Suède, qui est un pays pionnier dans la reconnaissance des droits des personnes trans, décide de rétropédaler. L'hôpital Karolinska, référence dans la prise en charge des mineurs trans, renonce à administrer des hormones. Trop de risques d'effets secondaires et trop de risques que la transidentité ne masque en fait d'autres troubles. Et puis la courbe des consultations est si exponentielle qu'une partie de l'équipe médicale s'en inquiète. En écho aux scientifiques, des parents s'organisent un peu partout en associations, portés par les témoignages encore timides, mais toujours plus nombreux, de jeunes qui décident de détransitionner, comme ici une jeune Québécoise. Mais ouais, c'est ça, on est là pour faire un petit update aujourd'hui. Donc, ceux qui sont déjà mis Facebook avec nous ou qui nous suivent sur Instagram, vous savez probablement déjà la nouvelle. Moi, personnellement, vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, je suis plus féminine, que je porte souvent des vêtements typiquement filles, que je porte plus de binder. Donc, vous avez sûrement remarqué ça, puis peut-être que vous vous posez des questions. Donc, dans le fond, c'est parce que je me suis trompée. Donc, je suis pas un garçon, je suis une fille. À 100%. Depuis 3 ans en Suisse, des parents inquiets sont regroupés au sein de l'AMQG, l'association pour une approche mesurée des questionnements de genre chez les jeunes. David en fait partie. Et c'est un véritable bras de fer qui l'oppose aujourd'hui aux autorités scolaires du canton de Vaud. David est séparé de sa femme, la communication parentale est difficile. Dans ce contexte, sa fille, qui souffre d'une paralysie partielle, subit à 12 ans une opération de son pied. Elle en attend beaucoup, ça ne donne pas grand-chose. L'ado développe alors une phobie scolaire pendant de longues semaines.
Et elle a finalement daigné vouloir revenir à l'école. Et puis là, d'un coup, la maman vient avec une demande assez... c'est là où la démarche a débuté, en fait, en disant elle veut bien revenir à l'école, mais il faut l'appeler il, et puis il faut lui dire... Ça a été tout de suite dans une direction très affirmée, en fait. Moi, j'ai essayé de freiner en disant « Non, mais attendez, il y a quelque chose qui joue pas. On vient de A à B en l'espace de 2 secondes avec une demande qui déjà, moi, j'en fais pas partie du tout. Et je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus complexe. Et puis, il faut aller chercher plus loin que juste dans cette demande de changement de genre, parce que c'est quelque chose de très fort quand même. » Il y a un questionnement de savoir aussi d'où ça vient finalement. Parce que pourquoi est-ce qu'on passe d'un coup finalement de quelque chose d'aussi tranché, avec une demande aussi forte, quand on n'en a pas discuté avant. Par la suite, j'ai venu quelques fois à la maison, on a pu en discuter entre 4 yeux. C'est là où j'ai appris qu'elle avait fait des connaissances pendant son flux scolaire sur Internet, sur les réseaux, avec des différentes personnes trans. Donc je pense que ça a eu un impact assez fort aussi. Je comprends qu'il y a une perte de repères, ça c'est clair, et puis une demande de pouvoir exister. Au nom de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, le canton de Vaud adopte en décembre 2021 une directive sur l'accompagnement en milieu scolaire des élèves trans. L'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier son droit à l'autodétermination, prime pour toutes les décisions l'intéressant. Toute personne a ainsi le droit de se voir reconnaître sous son identité de genre, y compris vis-à-vis de ses parents, dans le cadre scolaire et de toute institution. C'est une première en Suisse, Genève suivra. Cette directive est élaborée et appliquée en partenariat avec Agnodis, une fondation qui a pignon sur rue et s'occupe notamment de l'accompagnement et du soutien aux jeunes trans. Parmi les mesures phares de la directive, il y a l'obligation pour l'école d'utiliser les noms et pronoms choisis par l'élève. Aujourd'hui, je pense que c'est tellement surmédiatisé cet effet trans en fait, que finalement c'est un peu la réponse qu'on trouve directement quand on vient chercher à faire partie de quelque chose, et puis surtout quelque chose qui est porteur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du moment qu'elle est arrivée dans cette démarche-là, on voit, tout de suite, elle est mise sur un piédestal. Donc tout de suite, elle dit « Ah, mais oui, mais tu as le droit de pouvoir t'affirmer en tant que ce que tu veux être. » Donc il n'y a plus du tout le même regard des gens autour d'elle. Tous les professeurs viennent l'entourer, il y a toutes des démarches qui viennent la porter là-dedans. Sitôt la directive promulguée, Safi fait une demande de changement d'identité par écrit. Son père s'y oppose. Malheureusement, vous ne faites pas le poids. Du moment qu'on outrepasse l'autorité parentale, ça pour moi c'est quand même quelque chose de très fort. Finalement, quel rôle on a en tant que parent? Du moment qu'on nous enlève la possibilité de pouvoir accompagner son enfant comme on le ressent du plus profond de ce qu'on est, ça oui, ça c'est compliqué. On vient tellement aujourd'hui dans cette transaffirmation de définir que du moment qu'un enfant se cherche, il est possiblement en dysphorie de genre, et s'il est en dysphorie de genre, automatiquement de l'identification rapide. Donc ça laisse, comme je disais avant, ça laisse pas la place à une ouverture, et c'est ça qui me dérange plus en fait. Au sein de l'école vaudoise, c'est donc la fondation Agnodis qui pilote l'accompagnement de l'élève trans dans un esprit de dialogue avec les parents. Selon le responsable de l'enseignement obligatoire, cette collaboration ne suscite pas de controverse. C'est un partenariat qui existe depuis plusieurs années et c'est en fait la direction de la santé qui avait reconnu en fait Agnodis comme une fondation d'utilité publique. Donc quand la question s'est posée concernant l'approche que l'on pourrait avoir dans le milieu scolaire, lorsque ce genre de situation se présente, évidemment nous ne sommes pas des spécialistes du domaine. Donc il s'agit toujours de trouver les partenaires les mieux à même d'accompagner la démarche. Mais que se passe-t-il lorsqu'un parent, David par exemple, s'oppose à la transition de son enfant?
C'est pas l'école qui prend cette décision, c'est vraiment les gens qui accompagnent la situation et qui amènent l'école à prendre cette décision, disons pour le bien de l'enfant. Nous, on considère comme spécialistes qu'il faut aller dans ce sens-là, quand bien même, encore une fois, dans quelques rares cas, c'est pas la position des parents. Il faut faire une vraie pesée d'intérêt entre l'intérêt du jeune par rapport à la situation qu'il vit, encore une fois. Effectivement, le rôle de l'école, c'est de faire en sorte que l'élève soit bien, le jeune soit bien dans son rôle d'élève, dans son milieu scolaire. David fait-il une résistance malvenue? Le dialogue avec son enfant est difficile aujourd'hui, mais il n'est pas rompu. Ce que j'essaie vraiment aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment de lui laisser les choix. Et aller dans une transition rapide, c'est fermer en fait d'une certaine manière ses choix, parce que c'est d'aller dans une affirmation. Et dans une affirmation, pour moi, pour une ado de 12, 13, 14 ans, qui n'a pas finalement du recul sur la vie, pour savoir ce que ça pourrait engendrer dans sa vie future. Parce qu'on a une discussion, il y a un mois encore en arrière, qu'on est sorti d'une autre rencontre avec un pédopsie, avec elle est partie un peu en courant dans le couloir du CHU, je l'ai rattrapée en disant, mais tu sais, même si je suis pas d'accord avec toi, même si, il faut juste comprendre que je suis ton papa, et si je te mets des barrières, c'est parce que je t'aime, et c'est pour te protéger. Et je suis pas là pour te juger, je suis pas là pour te dire que je t'aimerais plus, je suis juste là pour te dire que j'ai pas envie que tu fasses quelque chose qui va engendrer une complication pour ton avenir. Donc elle me l'a dit, ah mais papa, j'ai compris, alors toi t'as peur que si dans 2 ans je change d'avis, que je puisse plus revenir en arrière. Je dis oui, bah, c'est ma crainte, et surtout que ça aura engendré au niveau social, au niveau physique, s'il y a une prise d'hormones qui va créer des complications pour son avenir. En Suisse, selon certaines statistiques, une personne sur 27 dans la tranche 14-25 ans est en questionnement de genre. En gros, ça fait un élève par classe. Officiellement, le corps enseignant est en accord avec l'accompagnement actuel des élèves. Officieusement, c'est moins évident. Plusieurs professeurs nous ont manifesté discrètement un malaise certain, mais aucun n'a accepté de l'exprimer devant notre caméra, sauf un. Nicolas est enseignant et veut dénoncer des directives qui, selon lui, ont été adoptées sans un franc débat. Alors oui, il est d'accord de parler, mais il ne peut le faire qu'anonymement. Je risque potentiellement mon poste ou en tout cas l'ostracisme social. Ces sujets à débat en catimini par 2, par 3 autour de la machine à café, c'est pas sujet à débat très largement. Dans la classe de Nicolas, un garçon a manifesté il y a quelque temps son désir d'être genré au féminin. Ses parents s'y opposent. D'après les consignes qu'on a reçues, on doit faire fi de l'avis du ou des parents parce que l'autodétermination de l'enfant prime sur tout le reste. Et puis, suite à ça, pour cet élève, le harcèlement a commencé. Enfin, le harcèlement, il y a eu toutes sortes de difficultés, à commencer par une pétition des élèves contre cet élève-là, pour dire qu'ils ne voulaient pas se retrouver avec lui dans les douches, ni dans les WC. Et puis après, il y a eu les parents qui m'ont écrit en disant « Pourquoi il y a tant d'effervescence dans cette classe ?» Et puis après, il y a eu le corps enseignant aussi. Il y avait les pros et les contre. Donc ça a mis une émotion considérable. Et c'est un moment où moi, j'ai repris contact avec cet organisme d'accompagnement pour dire « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Venez me donner un coup de main. » Et là, la réponse qui m'a été donnée m'a beaucoup surpris. C'était « Mais finalement, c'est plus un problème qui nous concerne, c'est un problème de harcèlement et ça, vous êtes outillés pour le gérer. » Nicolas a longuement parlé avec l'élève en transition. J'avais envie de comprendre, mais il me fournissait les arguments avant même que j'aie l'idée de poser une question. Ce que moi je vis dans ma classe, avec mes élèves, c'est le fait que tous ces élèves sont tous connectés sur des réseaux qui a un amplificateur démesuré de toutes les possibilités, de toutes les expériences individuelles des uns et des autres. Je me pose la question, qu'est-ce que cet élève aurait été s'il n'avait pas eu accès à ces réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux. Pour certains, ils sont à l'origine de l'explosion du phénomène trans chez les jeunes. C'est la vie d'Hélène, une maman installée en Suisse romande. Un beau jour, sa fille préadolescente s'est revendiquée trans.
Depuis quelques semaines, on avait constaté, mon mari et moi, que notre fille, elle se cachait. Elle se renfermait. Et elle mettait des habits larges. Et puis aussi, on avait vu qu'il y avait des drapeaux LGBT partout. On voyait qu'elle était intéressée par cette cause. Alors, quand ça fait quelques semaines, moi, je suis allée lui poser la question. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire? Elle a dit, je suis à 65% garçon. Et puis, elle nous a dit ça dans un effondrement, en pleurs. Alors, on l'a consolée. Alors moi, j'ai trouvé, en fait, ça ressemble quand même au résultat d'un quiz. What gender is your soul? Men are from Mars, women are from Venus, aren't they? En fait, je voulais savoir d'où ça venait. Alors, j'ai téléchargé TikTok et Instagram. J'ai cherché, vous savez, les hashtags trans, non-binaires, en fait, tous les mots-clés. J'ai commencé à chercher, et puis j'ai fait semblant d'être une ado, comme je voyais qu'elle faisait. J'ai liké, je likais. Et puis ensuite, au bout de même pas une semaine, à cause des algorithmes, bien sûr, tout ce que je recevais sur TikTok, c'était que de la propagande trans. C'était que ça, que ça. Hélène et son mari Pierre n'avaient qu'un objectif, protéger leur fille. Si ça devait être un garçon, je ne sais quand, je l'aurais accepté dès le moment que je m'étais projeté dans ma fille à 25 ans. Oui, ma fille, c'est ça. À 25-30 ans, elle viendrait manger chez ses parents, chez ses vieux parents. Et puis en fait, c'est un garçon. Je m'étais projeté là-dedans, puis d'une certaine façon, ok, je l'accepte. Je veux dire, si je sais elle est heureuse. Mais par contre, ce qui n'était pas possible, je reviens là-dessus, ce qui n'était pas possible, c'est de me dire, faut vite faire une transition, puis après voir si elle va être heureuse. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on fait des hormonothérapies, des opérations, des choses comme ça, mais on ne sait pas très bien si la personne va être heureuse après. La source du mal-être de leur fille semblait finalement être ailleurs. Après un long suivi thérapeutique, on lui diagnostique une profonde dépression. Hélène, comme d'autres parents, dénonce la transidentité comme la réponse quasi automatique à tous les maux. La réponse à la mode, en fait. On retrouve au Canada l'anthropologue Samuel Vessière, professeur de psychiatrie transculturelle à l'université McGill à Montréal. Il a travaillé sur l'impact d'Internet sur la santé mentale. Selon lui, le phénomène trans pourrait résulter d'une contagion sociale via surtout les réseaux sociaux. Une thèse très contestée par les transactivistes. Il y a des jeunes qui, effectivement, se sentent très mal et qui essaient de comprendre pourquoi. Donc sur l'Internet, ils vont trouver un réseau de support, ils vont trouver des pairs, ils vont trouver des personnes avec lesquelles ils ont des choses en commun, ils vont trouver des personnes comme eux qui vont leur suggérer pourquoi ils se sentent mal. Donc ce que certains d'entre nous dans la communauté de recherche en sciences sociales, ce qu'on remarquait surtout sur les campus universitaires, c'était une espèce de perte de confiance généralisée chez les jeunes autour de l'identité du genre, autour de comment être un homme, autour de comment être une femme. On remarque que les jeunes, surtout les jeunes de la génération Internet née après 1994, souffrent de troubles de santé mentale beaucoup plus que les générations précédentes. Et ça aussi, on ne sait pas pourquoi. On sait que nos sociétés sont très polarisées. On ne sait pas forcément pourquoi. Mais si vous voulez, en sociologie, on parle de l'anomie, de la désintégration des liens sociaux, des repères collectifs. Et on sait que cette anomie a tendance à être associée avec des troubles de santé mentale en tout genre. Pour moi, c'était pas anodin que ce phénomène arrive aussi à peu près en même temps que le phénomène MeToo. Beaucoup d'anxiété autour de ces questions. Lorsqu'il publie son article sur la contagion sociale dans la prestigieuse revue Psychology Today, Samuel Vessière ne s'attendait pas à la violence de la réponse. Vraiment quelques minutes après que mon article ait été publié en ligne, il y avait déjà le début d'une pétition qui demandait aux éditeurs de Psychology Today de retirer mon article.
Donc c'est sûr que j'ai reçu des commentaires me disant que j'étais un bourreau d'enfants, un tortureur d'enfants, que je devrais aller en prison. Et puis très rapidement, certaines personnes du milieu militant se sont organisées pour pétitionner donc mon université et mon administration. Donc ça a été le premier épisode. Il y aura un second épisode lorsqu'il tente d'organiser une conférence avec un sexologue connu, contesté par une partie de la communauté trans. J'ai eu quand même beaucoup de pression de mes administrateurs. On a dû faire venir des gardes de sécurité parce que l'université avait très peur qu'il y ait de la casse. Et finalement, les militants, comme ils ont organisé une petite manifestation pacifique dans ce qu'on appelle un safe space, un espace sécuritaire, donc pour les personnes qui se seraient senties violentées par cet événement. La violence du débat autour de la question trans nous a frappés. Cette communauté est encore régulièrement stigmatisée. C'est un fait à combattre sans nuance. Mais du coup, tout questionnement sur l'approche transaffirmative se transforme en exercice périlleux. L'extrême droite n'est jamais loin pour récupérer à sa sauce la plus légitime des questions. À l'exact opposé, les transactivistes considèrent comme suspecte toute interrogation qui sera vécue comme une attaque et taxée de transphobe. Quand on va questionner l'explication que les gens apportent à leur souffrance et surtout leur statut de victime, c'est là qu'on va susciter en fait les pires violences. Et le piège doré en fait de l'explication transgenre, c'est qu'on offre aux jeunes l'opportunité d'être une victime sacrée, d'être une victime, et ça c'est vraiment très très tentant. Et donc on a touché donc ceux qui ont osé en fait questionner ce postulat de l'état de victime, même quand on le fait de manière bienveillante en disant mais bien évidemment je sais que tu souffres, bien évidemment on peut essayer de comprendre ce qui se passe, tu n'es pas obligé de décider tout de suite, mais ça de questionner ça, le point central de cette narration, de ce récit de l'état de victime, ça suscite toujours des grandes violences. À Genève aussi, le monde académique a été secoué. En avril dernier, notamment, une quinzaine de militants trans et de sympathisants interrompt une conférence qui se tient dans les locaux de l'Université de Genève. Il s'agit de la présentation d'un livre traitant de la médicalisation précoce des enfants trans, organisé par le Centre de psychanalyse suisse romande. Pour les manifestants, il s'agit d'un propos transphobe. Le débat semble bloqué, confisqué, ce qui n'étonne pas Nikki, qui fait face à son histoire toute seule. Moi, si aujourd'hui je vais dans un groupe trans et que je parle de mes doutes, que je critique ou que j'émets une notion de prudence ou de fait de ne pas nuire, eh bien, je vais être traité de transphobe, même moi-même. Et du coup, je n'ai plus été me confronter à ces milieux-là, parce que c'est des milieux opaques. Ils sont fermés à toute critique. On ne peut pas remettre en question leur représentation du monde. Nous avons également rencontré des difficultés dans la réalisation de notre reportage. Les interlocuteurs utilisant l'approche transaffirmative ont tous renoncé à s'exprimer devant notre caméra, parfois même après nous avoir accordé une interview filmée. Il s'agit d'entités officielles, telles la Fondation Agnodis et le Centre 3 à Lausanne, mais aussi l'association Le Refuge, l'association Transparent, les HUG et le département de l'instruction publique à Genève. Par courriel, certains nous ont reproché notre attitude professionnelle qui ne serait pas, selon eux, neutre ou éthique. Ils nous accusent de parti pris dans le traitement du sujet et insistent sur le mal que cette médiatisation ferait aux jeunes trans. La Fondation Agnodis qualifie de très controversée la question de la détransition. Selon son propre listing, seules 2 personnes sur 500 auraient décidé d'arrêter leur transition, car, explique la Fondation, leur quotidien était devenu un enfer à cause de la transphobie.
Noël est un temps clément. Tout à Barcelone respire la paix et la concorde, mais Sandra ne baisse pas la garde. C'est cette période de fête qu'elle a choisie pour lancer la promotion de son livre « Transidentité, histoire d'une escroquerie ». En Espagne, Sandra Mercado est la détransitionneuse numéro 1, squattant les médias. Elle est devenue la grande pourfendeuse de ce qu'elle appelle la dictature trans. Elle a pleine légitimité pour mener son combat, dit-elle, puisqu'en fait, Sandra est née homme. En réalité, j'ai une prostate. Je n'ai pas d'ovaire. Dès lors, biologiquement, on peut dire que je suis clairement un mensonge. Ce soir-là, dans un bistrot du vieux Barcelone, elle rencontre quelques fans autour de la présentation de son livre. À la table, Ronait, un détransitionneur de 25 ans. Il se pensait femme, mais a finalement décidé de s'accepter en tant qu'homme, homosexuel et efféminé. De son passage par l'hormonothérapie, il a notamment gardé des seins. Nous retrouvons Sandra chez elle, dans la périphérie de la ville catalane. Elle vit avec sa mère, Carmen, qui la soutient dans son combat. Sandra prend des hormones féminines depuis son adolescence et est allée jusqu'à la vaginoplastie, ce qui lui permet donc d'avoir un sexe féminin. Après tout ce qu'ils m'ont fait, au niveau endocrinien, avec les hormones, avec la chirurgie, rien n'a changé. Ils ne m'ont pas transformée en femme comme ils m'ont promis. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est des hormones expérimentales et de la chirurgie expérimentale. Parce que ces hormones et ces chirurgies ne vont pas modifier votre sexe. Ce qu'elles vont réussir, c'est de vous transformer en un patient malade pour toute sa vie. Sandra était un ado délicat et très efféminé. Entourage et médecin lui suggèrent qu'il est donc né dans le mauvais corps. Et puis son orientation sexuelle n'arrange rien. J'ai toujours été homosexuelle. J'ai toujours été attirée par mon propre sexe. Pendant de nombreuses années, mon homosexualité n'a pas été acceptée, ni par la société, ni par l'école ou au collège. Et inconsciemment, tu intériorises tout cela, tout ce harcèlement. Et c'est là que tu développes, comme dans mon cas, la dysphorie. Et donc, tu te regardes dans le miroir et tu commences à rejeter ton corps. Depuis 2 ans, je reçois des coups de partout. On me traite de tous les noms. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que je puisse tenir de tels propos avec l'apparence que j'ai. Comment peux-tu dire que tu es un homme avec l'image que tu as? Alors comporte-toi comme un homme. Habille-toi comme un homme. Avec ce message, je suis persuadée que j'aide des gens et que je sauve des vies. J'aide des mineurs, des adolescents et même des transsexuels qui sont allés jusqu'à la vaginoplastie et qui se sont rendus compte de cette escroquerie. Et ils m'ont contactée. Ces personnes n'osent pas s'exprimer en Espagne, je peux les comprendre, car il y a une censure. Et moi-même, je reçois sans cesse des menaces et des insultes. À tous les parents, pères ou mères de famille, je vous souhaite de pouvoir protéger vos garçons et vos filles de l'expérimentation trans. Dans son petit coin de Jura, à Porrentruy, Fanny est elle aussi une femme trans. Mais contrairement à Sandra, elle est très heureuse d'être allée au bout de sa transition. Je sais que je suis une femme. J'ai tout fait pour me conformer aussi aux codes sociaux actuels, pour me conformer, puis être vraiment dans le genre qui était le mien dès la naissance, qu'aurait dû être le mien. J'aurais dû naître dans un corps de femme. Mais Fanny rejoint Sandra sur un point. Elle aussi déplore le débat quasi impossible sur la problématique trans. Ce que j'ai absolument peur, et ce que je vois beaucoup dans les mouvements queer, c'est qu'en fait, on est en train de dogmatiser certaines idées du genre. Et la dogmatisation des idées du genre rend le débat impossible. Parce que tout de suite, si on ne rentre pas dans certaines idéologies, on est traité de transphobe, on est traité d'homophobe, et on rentre dans ces raccourcis qui coupent le débat. Et pour moi, le débat, il est fondamental. Moi, en tant que femme trans, je me reconnais totalement dans la binarité. Ce soir-là, justement, le débat, elle va le chercher. Fanny fait part de son parcours à Juragay, l'association LGBTIQ+, de l'arc jurassien. Ces derniers temps, la communauté LGBT
obtenu énormément de droits. Je pense qu'à un moment donné, il est important que les personnes LGBT tendent la main aux personnes cis hétéronormées pour qu'on puisse vivre ensemble. Puis créer un monde qui comprenne les deux, qui comprenne toutes les diversités possibles, et puis créer un monde en harmonie. La plupart des études indiquent que la très grande majorité des jeunes qui font une transition de genre sont satisfaits de leur parcours et très peu reviennent en arrière. Mais peu ne veut pas dire aucun. Les détransitionneurs existent, nous en avons rencontré. Alors pourquoi ne pas leur faire une petite place dans la communauté trans au lieu de les percevoir avec méfiance? Parce qu'ils se sentent rejetés par les amis d'hier et que leur souffrance est bien réelle, leurs paroles, comme tout autre, ne mérite-t-elle pas d'être entendue?